Alors, je vais commencer par vous énoncer une liste d'œuvres que j'ai personnellement vues ou entendues. Et je voudrais que vous ayez à l'esprit cette question, en fait, pour vous, qu'est-ce que ces œuvres peuvent évoquer et qu'est-ce qu'elles peuvent avoir toutes en commun. Les poèmes du livre Almediane de Jude Stéphan, la sculpture Loup de Jaume Plensa dans le parc du château de Caen, le roman La Place d'Annie Ernaux, la bibliothèque Alexis de Tocqueville du grand architecte Rem Koolhaas, la peinture Apples on Tree and Ground, peinte par David Hockney en 2019, la chanson Je ne mâche pas mes mots de et par Camille, l'opéra Dialogue des Carmélites de Francis Poulenc, mise en scène par Olivier Py, une photographie des parasols de Deauville prise par John Batto, et enfin, je m'arrêterai là, la vidéo de Bill Viola, The Quintet of the Astonished, montrée à Caen au Musée des Beaux-Arts lors de l'exposition Caravage en 2016. Alors, qu'est-ce que tout ceci a en commun ? Pour vous, c'est peut-être difficile d'apporter une réponse. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Je dirais que pour moi, en fait, toutes ces œuvres ont en commun un certain nombre d'expériences vécues et une certaine qualité d'expérience. Le passage de l'art, d'une approche comme collection d'objets à l'art comme expérience, c'est le sujet du livre que je vais vous présenter, L'art comme expérience, de John Dewey. Quelques mots sur l'auteur. John Dewey est un philosophe américain. Il est né en 1859 et il est mort en 1952. Donc il a vécu toute la deuxième moitié du XIXe siècle et toute la première moitié du XXe siècle. Il fait partie du courant dit le pragmatisme et il a abordé dans son œuvre de nombreux thèmes, la psychologie, l'éducation. Il est d'ailleurs surtout connu en France pour ses écrits sur l'éducation, mais il a écrit aussi sur la démocratie, sur l'éthique et enfin sur l'esthétique qui nous occupe aujourd'hui. John Dewey est considéré dans le monde anglo-saxon comme un des philosophes majeurs. En France, hormis ses livres sur l'éducation, les autres n'ont été traduits que très récemment, mais on peut dire quand même qu'il fait l'objet d'un renouveau actuellement. Alors ce livre, L'art comme expérience, est paru dans sa version originale Art as Experience en 1934 et la traduction française est parue en 2005, soit 71 ans plus tard. Alors ce qui paraît assez incompréhensible, sachant que cet ouvrage est considéré quand même comme une des contributions majeures à l'esthétique. L'art comme expérience. Le mot expérience est extrêmement important. C'est une notion centrale dans toute l'œuvre de Dewey. Et c'est une notion assez universelle qui n'applique pas uniquement au domaine artistique. Alors, il y a expérience au sens de Dewey lorsqu'il y a un processus relativement complexe qui est en jeu. C'est une activité, on pourrait dire par opposition au déroulement passif et routinier de la vie. Et une expérience met toujours en œuvre une pensée. On peut se référer à la définition du verbe penser dans le TLF, former des idées, concevoir par l'esprit, par l'intelligence. Donc il y a tout ça dans une expérience. Pour bien comprendre cette notion d'expérience chez Dewey, Dewey lui-même fait souvent appel au paradigme de l'expérience scientifique, en fait, du scientifique qui résout des problèmes. Et ainsi, travailler sur un problème en soulevant un ensemble de questions et y réfléchir en convoquant des idées, des savoirs, des raisonnements qui génèrent à leur tour d'autres questions et ainsi de suite, jusqu'à arriver à un achèvement, une synthèse, une
conclusion des solutions, cela constitue une véritable expérience. Et toutes ces opérations qui sont dirigées, en fait, dans l'expérience, c'est ce que Dewey appelle l'intelligence. Donc l'intelligence, c'est la capacité, en fait, à conduire une expérience. Par opposition, qu'est-ce qui ne serait pas une expérience dans ce que l'être humain peut vivre? Chaque fois, par exemple, qu'il y a précipitation, lorsqu'on veut enchaîner les expériences rapidement sans avoir suffisamment pris le temps, sans avoir atteint d'achèvement, tout ceci n'est pas réellement des expériences. Lorsqu'on est uniquement spectateur, la contemplation, alors, ce qui n'est pas neutre dans le domaine de l'art, quoi. Mais la pure contemplation, être purement spectateur, pour Dewey, ça n'est pas une expérience. Agir par impulsion, également. Et enfin, l'émotion brute. C'est-à-dire, lorsqu'on fait quelque chose et que simplement on est submergé par une émotion, et bien justement, il n'y a pas la place en fait pour toute cette conduite de l'expérience raisonnée, ces allers-retours, et ça n'est pas une véritable expérience. Donc en fait, on peut dire qu'à travers l'expérience, Dewey fait une apologie de l'approfondissement des sujets par opposition à leur survol. Alors, l'art comme expérience, tout d'abord, Dewey va nous dire que toute expérience véritable a un aspect esthétique, même si elle n'est pas tournée vers une œuvre d'art. Donc chez le scientifique, par exemple, qui résout un problème, eh bien, il y a un aspect esthétique pour Dewey. Et cet aspect esthétique, en fait, il vient du mouvement même de l'expérience et de son achèvement et de son sentiment d'expérience ordonnée, de son intégrité, de son achèvement. Dewey nous donne un exemple qui, je trouve, est très parlant, c'est dans la Genèse. Dans la Genèse, vous savez tous que c'est la création du monde par Dieu. Dieu crée toutes choses. Et très régulièrement, on a ceci, et Dieu vit que cela était bon. Et pour Dewey, en cela, en fait, on exprime l'idée que Dieu a une satisfaction esthétique dans sa création. Voilà, il y a d'autres exemples, notamment dans l'action morale, une action morale qui serait dépourvue de satisfaction esthétique, ce serait plutôt une obligation. Voilà, donc ceci montre que pour Dewey, l'art n'est pas en dehors de la vie humaine, à travers cette notion d'expérience esthétique. Pourquoi? Parce que l'expérience esthétique partage avec tout autre type d'expérience, y compris l'expérience scientifique, un certain nombre de caractéristiques communs, cet approfondissement, cet achèvement, cette intégrité. Et deuxièmement, l'art n'est pas en dehors de la vie humaine, dans le sens que toute expérience véritable, pour Dewey, porte une composante esthétique. Alors, qu'en est-il plus particulièrement de l'expérience esthétique elle-même, de sa spécificité? Ce qui est en œuvre, ce qu'il faut retenir, c'est une triade, en fait, dans l'expérience esthétique. Il y a l'œuvre, qui est l'œuvre d'art. Il y a l'individu, qu'on va appeler le spectateur. Et le troisième composant de cette triade, c'est le vécu de cet individu. Et tout ceci forme un tout complètement indissociable, en fait, dans l'expérience esthétique.
Donc comment ça se passe? On perçoit quelque chose de l'œuvre. Cette perception nous renvoie à notre vécu, à notre mémoire, à nos références, à nos connaissances, à notre éducation. Et en retour, cela nous fait agir en orientant notre perception. Donc c'est sans arrêt, en fait, agir et ressentir et agir. Donc tout ceci se passe à l'intérieur de l'expérience esthétique, donc lorsque le spectateur est confronté à une œuvre. Mais il ne faut pas voir ça comme dissociation, en fait. C'est pas qu'il y a cette triade, en fait, c'est pas trois individus séparés, mais c'est vraiment des relations multiples entre ces trois pôles, l'œuvre, l'individu et le vécu de l'individu. Quelqu'un qui... c'est pas un philosophe du moi, c'est beaucoup plus un philosophe de la relation. Et en cela, c'est pas étonnant que Spinoza soit peut-être le philosophe qu'il cite le plus souvent. Donc, lorsque je dis qu'il y a agir, ressentir, c'est pas aussi basique que, par exemple, je regarde un tableau, je vois un aplat de bleu, et je me dis, tiens, ça me fait penser à mes vacances à Lausanne, au lac Léman. Il peut y avoir ce genre de choses, mais c'est beaucoup plus profond, il y a beaucoup plus de choses qui sont en jeu, il y a des choses, en fait, qui sont conscientes et des choses qui sont inconscientes. Donc il y a réellement fusion dans un tout unique. Et donc il s'agit vraiment d'un investissement personnel complet, en fait, d'une espèce d'abandon dans l'expérience esthétique, mais c'est un abandon qui est actif. C'est une activité contrôlée. Je rappelle, nous dit De Oui. Et par là, en fait, c'est une relation particulière, la relation esthétique, on peut dire qui enrichit la vie humaine, dans le sens que la plupart du temps, dans le cours de la vie, en fait, les relations dans notre vie quotidienne, les relations qu'on a avec les objets ne sont pas aussi profondes que ça. Souvent, notre relation, en fait, est une relation un peu à l'économie. Nous économisons notre énergie. On fait des synthèses dans tout ce qu'on regarde. On voit des choses principales, mais on voit pas en détail. En fait, on ne s'investit pas. Là, il s'agit de libérer complètement, en fait, cette relation et de la mettre totalement au service de la relation esthétique. Donc, il s'agit en fait d'une relation très profonde, et on est loin de la considération de l'art comme un loisir. Où l'art, en fait, c'est quelque chose, alors on en a beaucoup parlé, je ne veux pas en rajouter sur les aspects essentiels et non essentiels de la vie, mais en tout cas, la conception de De Oui, c'est pas du tout... l'art n'est pas un loisir et n'est pas quelque chose non plus qui ne sert à rien. Bon, il aborde plein de thèmes dans ce livre. Alors, je ne vais pas tous vous les relater. Il y en a un quand même que je trouve intéressant. Il parle du rôle de l'émotion dans l'expérience esthétique. Et ça, c'est vraiment l'émotion, c'est le grand mot qui est lâché avec tous les malentendus qu'elle traîne dans la perception de l'art. Souvent, on fait de l'émotion l'alpha et l'oméga de l'expérience esthétique. En fait, pour De Oui, l'émotion
est présente, bien sûr, dans l'expérience esthétique. Hein. C'est elle qui donne un peu comme une musique, en fait, elle qui donne une modulation, en fait, à ce qu'on va ressentir. Mais l'émotion pure ne suffit pas pour faire une expérience esthétique. Et même si l'émotion est trop forte, elle risque en fait, d'être la seule chose qui existe au détriment de toute chose et notamment de l'œuvre que l'on regarde. Et donc à ce moment-là, une œuvre d'art, ça devient un pathos. Donc émotion, oui, mais pas uniquement. Autre point qui est très important, j'ai dit que pour Dewey, l'art n'était non seulement pas un loisir, mais ça n'était pas non plus quelque chose qui servait à rien. Alors dans l'esthétique, il y a, ça se réfère à une question fondamentale de l'esthétique en tant que discipline philosophique. Est-ce que l'art nous apprend quelque chose? Et si oui, de quelle nature est cette connaissance? Donc, Dewey va nous dire oui, l'art nous apprend quelque chose et il va essayer de décrire en fait quelle est la nature de cette connaissance. Alors, pour faire comprendre, il va l'opposer à la connaissance scientifique. En gros, il va faire un partage, non, la connaissance scientifique et connaissance artistique. Pour Dewey, la science, la connaissance scientifique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne des directions vers le monde en vue d'autre chose. Elle nous donne en fait des possibilités d'avancer, de continuer, de créer des objets technologiques. Ainsi, on peut dire que au XXe siècle, la physique quantique a permis l'électronique, qui a permis le smartphone. Alors, Dewey, hein, ne nous dit pas... Pour lui, c'est ça, en fait, la connaissance scientifique, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous permet d'agir, en fait, sur le monde. Pour lui, c'est pas particulièrement... la connaissance scientifique ne nous dit pas particulièrement ce qu'est le monde, mais comment on peut agir sur le monde. Et l'art, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il exprime des expériences du monde. Ainsi, par exemple, un signe peut nous donner une direction pour aller vers une ville. Ça, ce serait la connaissance scientifique. Donc, je veux aller sur Paris, je regarde les panneaux de signalisation qui m'indiquent la direction de Paris. Ça, c'est la connaissance scientifique. Mais autre chose est d'aller à Paris, de passer du temps et de séjourner dans cette ville et d'en faire l'expérience. Et donc, si la science, en fait, rend possible de nouvelles expériences, l'art, elle, présente des objets nouveaux d'expérience. Donc, en fait, l'art nous permet de vivre des expériences. Et c'est en cela, en fait, que c'est ce type de connaissance que nous apporte l'art. Alors, pour conclure, je vais citer Dewey, c'est page 229 dans cette édition Folio Essai. Grâce à l'art, la signification des objets, qui sans cela demeureraient muets, frustres, limités et en retrait, acquiert une clarté et une intensité qui ne leur vient pas d'une pensée s'exerçant laborieusement sur eux, pas plus que d'une évasion dans un monde de pure sensibilité, mais de la création d'une nouvelle expérience. Voilà, je vous remercie.
est-ce que la triade dont tu parlais, individu, enfin œuvre, individu, vécu, est-ce qu'elle ne se retrouve pas, en quelque sorte, du côté de l'artiste, comme préalable à la création d'une œuvre d'art? C'est-à-dire, est-ce que ça ne serait pas cette sorte de triade qui serait la condition, en quelque sorte, pour que soit créée une œuvre d'art? C'est-à-dire qu'il faut un artiste, enfin une personne qui ait un savoir technique, mais qui ait lui aussi conduit toute cette expérience, c'est-à-dire ce réseau complet de relations, d'observations, d'énergie, de non-superficialité, etc., pour arriver à produire non pas simplement une chose parfaitement technique, mais ce qu'on pourrait appeler une œuvre d'art. C'est-à-dire que l'expérience esthétique, ça serait celle que fait l'artiste pour arriver à l'œuvre et celle que le regardeur fait pour aborder l'œuvre. Oui, alors effectivement, je n'ai pas parlé de l'artiste, en fait, de l'expérience de l'artiste lorsqu'il crée, mis à part Dieu, si on peut le considérer d'une certaine manière comme un artiste dans sa création. Mais effectivement, Dewey en parle dans ce livre-là. Et pour lui, effectivement, la création de l'œuvre par l'artiste est elle-même une expérience esthétique et qui comporte tous les ingrédients de l'expérience esthétique. Donc, effectivement, c'est sans cesse un dialogue entre son œuvre, entre lui, à travers sa conduite, c'est-à-dire ce que Dewey appelle son intelligence, et son vécu. Alors ça, je trouve que c'est particulièrement flagrant. Alors je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir sur Internet, sur YouTube, il y a des vidéos de Gerhard Richter, ce grand artiste allemand, en train de peindre un tableau abstrait. Et alors c'est fabuleux parce qu'on voit... donc on voit la toile qui est blanche au début, on voit Richter qui est là, il commence à peindre des choses, on sent en fait qu'il se passe plein de choses, qu'il réfléchit, toc, il remet de la couleur, il s'éloigne, il regarde, il revient vers la toile, il recouvre tout de blanc, il efface tout, ça ne lui plaît pas, il recommence, et là on a complètement en fait cette impression de fusion entre l'œuvre, la forme qui est en train de se créer, entre l'individu Richter, quand on le voit qui pense et qui agit, et puis tout ce qui doit se passer dans son corps à lui, enfin, en tant que peintre. Donc effectivement, il y a une expérience esthétique aussi chez l'artiste. Alors, après, ça ne veut pas dire que le spectateur revit l'expérience esthétique de l'artiste, hein, parce que c'est plus la même triade, hein, c'est le vécu de la personne, c'est ses connaissances qui sont en jeu, mais ceci dit, il y a quand même sûrement quelque chose aussi de l'expérience de l'artiste dans sa création qui est préservé aussi dans l'expérience du spectateur. Dans les critères de l'expérience esthétique, tu as cité l'émotion. Oui. Bon, je suppose qu'il y a d'autres critères, mais ce qui m'interroge, c'est quand on me dit ça, c'est une œuvre d'art, et que moi, je n'éprouve aucune émotion devant cette œuvre d'art, quel critère j'ai pour estimer que c'est quand même une œuvre d'art? Oui. Alors, ça, c'est une autre question, mais qui est très importante aussi. Qu'est-ce qui est œuvre d'art, qu'est-ce qui n'est pas œuvre d'art? C'est pas une question qu'il aborde en tant que telle, en fait, là-dedans. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est que par rapport à certaines œuvres, tout le monde, en fait, c'est très banal, mais c'est une constatation qu'on peut faire, c'est la réalité. Tout le monde n'a pas la même expérience esthétique par rapport à des objets qualifiés d'œuvres d'art. Hein.
que ce soit des objets de l'art contemporain pour lesquels il peut y avoir des polémiques, on dit c'est de l'art ou c'est pas de l'art, mais j'en suis absolument aussi convaincu par rapport à des objets pour lesquels le statut d'art n'est pas mis du tout en cause. Par exemple, un tableau de Rembrandt ou la 9e symphonie de Beethoven. Alors, c'est peut-être encore plus vrai dans la peinture, en fait, que dans la musique. Mais dans un portrait de Rembrandt, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne ressentent quasiment rien, mais qui ne vont pas mettre qui vont pas remettre en cause en fait le statut d'œuvre d'art de ce portrait de Rembrandt. Donc en fait tout ce qu'on peut dire c'est que par rapport à cette œuvre-là, certaines ressentent une expérience esthétique ou disent ressentir une expérience esthétique, parce qu'après il faut voir aussi derrière qu'est-ce qu'il y a. Hein. John Dewey a un chapitre assez savoureux sur la critique, sur les critiques d'art, quoi. Il est assez caustique là-dessus, où ils disent qu'en fait, souvent, ils parlent de l'œuvre, mais ils en parlent autour, mais ils ne parlent pas vraiment de l'œuvre. Donc on peut se demander aussi qu'est-ce qu'ils ont ressenti, qu'est-ce qu'ils ont vécu, quoi. Et donc, du coup, des œuvres sur lesquelles tout le monde, en tout cas, n'a pas la même expérience esthétique. Il y a des gens qui en ont, d'autres qui n'en ont pas. Alors après, il y aurait cette question, effectivement, qu'il n'aborde pas, donc que je ne vais pas aborder à sa place, qui serait qu'est-ce qui est art, qu'est-ce qui n'est pas art. Je te remercie d'avoir développé ce que tu as appelé l'expérience artistique ou esthétique elle-même, c'est-à-dire celle de l'artiste puis du contemplateur. Parce que j'avais l'impression que dans le livre, il parle davantage de la dimension esthétique de toute expérience. Alors, ceci néanmoins me conduit à une question, parce que je suis assez d'accord, enfin je suis même très d'accord avec ce que tu nous as dit, et donc avec Dewey, au sujet de l'expérience de l'artiste ou face à l'œuvre d'art. Mais est-ce que tu pourrais, mis à part Dieu, développer un peu la dimension esthétique de toute expérience, oui, et comment elle améliore l'individu et ouvre une voie merveilleusement démocratique, oui, à ce qui concerne l'esthétique ou l'art. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses dans ta question. D'où il parle de l'esthétique dans toute expérience, mais il parle aussi très largement quand même de l'expérience esthétique de manière spécifique. Alors, en fait, cette composante esthétique, elle vient c'est ce qu'on ressent, en fait, d'une espèce d'achèvement. Alors, il y a plusieurs critères, c'est-à-dire l'expérience doit avoir un achèvement, c'est-à-dire il y a une espèce de... elle est complète, en fait, l'expérience. Donc il y a le sentiment qu'on est en train qu'on vit quelque chose, en fait, qui a une unité, une intégrité, et qu'on arrive à quelque chose. Il y a un achèvement, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Alors, dans le cas de la création de Dieu, c'est l'œuvre qui se crée. Dans le cas du scientifique qui raisonne, il avance en fait dans la connaissance. Donc c'est cette espèce de satisfaction de vivre quelque chose qui a une certaine plénitude, qui a une certaine progression, qui avance et qui a une unité, qui a un achèvement. Il n'en dit pas beaucoup plus que ça, hein, en fait.
Après, je pense que c'est à chacun d'essayer de trouver, en fait, dans ce vécu propre, ce à quoi ça peut correspondre. Mais je dirais de manière assez basique, là, on a parlé du management, et du coup, ça me fait penser aussi dans le travail, dans un travail quel qu'il soit, hein, que ce soit un travail professionnel ou que ce soit un travail, voilà, j'ai décidé d'aller faire mon jardin, par exemple. Je passe un moment dans mon jardin, il se passe des choses, je fais des choses et j'ai cette espèce de satisfaction, en fait, un peu d'avoir accompli quelque chose, quoi. Alors après, pour la fin de ta question, oui, c'est quelque chose de très important, cet aspect démocratique chez Dewey. Dewey est un grand défenseur de la démocratie, et pour lui, la démocratie ne se réduit pas au suffrage universel. Hein. La démocratie, c'est vraiment une manière de vivre. Hein. Il dit « democracy as a way of life ». C'est-à-dire que la démocratie, elle est partout. Elle est non seulement dans la vie politique, mais elle est dans la vie sociale, elle est dans la vie professionnelle. Et donc pour lui, en fait, effectivement, cette expérience esthétique qui est quelque chose qui a un sentiment commun enfin en tout cas qui peut être commun à l'humanité, hein, tout être humain, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa civilisation, quelle que soit sa nationalité, peut faire ressentir une expérience esthétique, et il peut y avoir justement une expérience esthétique par rapport à certaines œuvres. On pense du coup beaucoup à la musique, parce que dans la musique, il n'y a pas le savoir d'une langue comme le français, l'anglais ou quoi que ce soit. On dit que c'est le langage universel par excellence. Et donc c'est quelque chose, en fait, qui pour Dewey, peut rapprocher les gens et les faire communiquer et créer un sentiment de solidarité auprès des personnes. C'est toute la fin de son livre est là-dessus. Mais tu en es revenu à l'expérience de l'art. Mais je suis sensible à ce que tu as dit sur le sentiment d'avoir fait quelque chose. Tu as parlé de satisfaction. Et alors, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que finalement, toute expérience, telle qu'il l'a définie, c'est une expérience de création, de participation à faire quelque chose de neuf. Parce que tu vois, quand tu en as parlé, j'ai pensé, moi, quand je bricole, le lendemain, je viens voir ce que j'ai fait et je suis heureux. Oui. Tu as totalement raison. Et d'ailleurs, on peut le rapprocher un peu aussi de Bergson. Alors, ils se sont lus. Parfois, Dewey cite Bergson, et Bergson est un des... est quasiment le premier qui a introduit le pragmatisme en France. Et il y a ce sentiment, oui, de créativité, de création. Et ça rejoint Bergson, ça rejoint aussi Spinoza. Hein, cet effort pour persévérer dans son être, en fait, c'est pas uniquement de la survie, mais c'est un effort de création, quoi. Ouais, tout à fait. Oui, je crois bien saisir ce souci d'enlever à l'expérience esthétique son auréole de sacré pour la réintégrer dans la vie quotidienne. Mais de ce fait, je me pose quand même la question de la spécificité de l'expérience esthétique, sachant qu'à aucun moment tu n'as prononcé le terme de beauté ou de beau. Oui. Et est-ce que ce n'est... Enfin, disons que même si elle s'inscrit dans le fil de la vie quotidienne, il y a quand même justement une rupture, quoi. La beauté, me semble-t-il, nous arrête. Je ne sais pas, c'est un petit peu comme quand on tombe amoureux. Effectivement, ça arrive dans le cours de la vie, mais bon, c'est un instant extraordinaire. Oui. Alors,
ouais. Alors, pour lui, l'expérience esthétique, c'est quand même une expérience extrêmement intense. Ouais, ça, c'est sûr, c'est pas une expérience banale. Alors maintenant, c'est vrai qu'il ne parle pas de l'art, il ne le définit pas. De manière générale, Dewey, c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les définitions, ce qui est définition, concept. Il n'aime pas tout ce qui définit, tout ce qui cloisonne. Pour lui, ça partage, ça dissocie. Il parle un petit peu du beau, parce qu'il parle de Kant. On ne peut pas parler d'esthétique sans parler de Kant. Et ce terme de beau, lui, il dit, je ne vois pas trop en fait ce que ça amène. Pour lui, c'est plutôt quelque chose qui réduit en fait. L'expérience esthétique peut être très large. Alors, sa palette est très large, donc effectivement, elle est d'une certaine manière, dans toutes les expériences véritables, hein, où il y a quelque chose qui se fait, qui se crée. Mais elle est quand même beaucoup plus intense lorsqu'on est en face de ce qu'on appelle des objets d'art. Mais lui, il définit pas ça, en fait. Effectivement, le beau, il dit, il voit pas trop ce que ça amène. Et puis la différence entre beau et sublime aussi qu'amène Kant. Bon, il dit, c'est peut-être vrai, ça se rapporte peut-être à un vécu, à quelque chose, mais en gros, il pense que ça pourrait peut-être plus dissocier et restreindre les choses, en fait, que les partager, les définir. C'est aussi son côté démocrate, en fait, je pense, qui est en jeu là-dessus. Mais en tout cas, il part comme étant une réalité de fait qu'il y a des œuvres d'art, mais en tout cas, dans ce livre-là, et je ne pense pas ailleurs, il n'essaie pas de définir vraiment l'art, en fait, sous des définitions. Il y a un autre livre qui s'appelle de lui, qui a été traduit en français, qui s'appelle La quête de la certitude, The Quest for Certainty, et dans lequel il fait l'historique de la philosophie de l'art. Et il dit qu'en fait, on a beaucoup, enfin non, de la philosophie tout court, pas de la philosophie de l'art, il fait l'histoire de la philosophie, et il dit qu'on a beaucoup essayé en fait de se rassurer en se trouvant des choses qui étaient immuables, qui ne bougeaient pas. Alors, bien sûr, il cite Platon, le monde des idées, en fait, qui est le monde immuable, le monde éternel, le monde vrai par rapport à notre monde réel qui est celui qui est à l'épreuve du temps, qui se délite, etc., qui n'est pas pérenne. Et il dit que très souvent, en fait, dans la philosophie, on a voulu se rassurer. En fait, c'était la quête pour la certitude. Et même dans la science, hein, dans la science, il dit qu'il y a eu toujours cette tentative de dire que la science, ça pose des choses, ça nous dit ce qu'est le monde de manière immuable, sûre et certain. Et l'évolution de la science montre bien que ça n'est pas vrai, hein, que la mécanique newtonienne n'est pas fausse. La science actuelle ne dit pas que la mécanique newtonienne est fausse. La mécanique newtonienne nous permet de faire plein de choses, hein, y compris, je crois, même quand on envoie des satellites ou des fusées dans l'espace, ben, en gros, c'est de la mécanique newtonienne, c'est pas de la mécanique relativiste. Mais la force de gravité, on a pu penser que c'était quelque chose, en fait c'était ça le réel, les forces de gravité, et quand Einstein vient avec la relativité, il donne un modèle complètement différent, qui intègre quand même les équations newtoniennes, mais qui nous dit autrement ce qu'est le monde, quoi. Donc il est aussi bien, enfin, et ça c'est un peu les pragmatistes de manière générale, hein, dans la connaissance, c'est, pour les pragmatistes, en fait, c'est le vrai, c'est, et on rejoint en fait cet aspect création, c'est ce qui nous permet de faire des choses, quoi. C'est la connaissance. Merci Pierre.